Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maëva. Bonjour Maëva, comment ça va ? Salut Sylvain, ça va et toi ? Ça va très bien. Avant de commencer à parler, à parler business, non pas vraiment business, mais avant de commencer à discuter de ce qu'on a prévu, est-ce que tu voudrais bien te présenter Maëva, s'il te plaît ? Ouais. Je m'appelle Maëva, j'ai 35 ans. Je suis bretonne à la base, mais là j'habite pas loin de Nantes. Je suis développeuse web depuis 2021, après une reconversion. Je travaille pour Valwin sur Nantes et avant j'étais documentaliste. Donc plutôt un profil littéraire, disons. J'étais plutôt dans les sciences de l'information avant de basculer dans les sciences de l'informatique. Voilà. Alors, j'ai pas mal de parcours en reconversion qui viennent dans le podcast en ce moment. Est-ce que toi, t'as envie de détailler un petit peu ce qui t'a animé sur la reconversion ? Comment t'en es venu à te dire parce que j'ai une vision documentaliste, c'est bien, c'est tranquille. Je suis sûr que t'as un autre son de cloche à nous fournir. Tranquille, oui. Enfin, si, ça peut l'être. C'est un métier. On a l'impression qu'on a la vision de la personne un peu au fond des archives, ce genre de choses qu'on voit jamais, ou qui ne sort pas de ses cartons ou de ses vieux manuscrits. Comment j'en suis venue à la reconversion ? C'était déjà en 2018. Enfin, pour être 100% honnête, en 2018, je vais à l'enterrement d'une personne de ma famille. Et je revois quelqu'un à cet enterrement et pendant les mois suivants, j'ai eu une petite descente aux enfers, entre guillemets, et en 2019, j'entame une thérapie. Et cette thérapie dure 1 an à peu près. Elle se finit juste avant le premier confinement en 2020. Et à partir de la fin de la thérapie, ça me donne l'impulsion nécessaire pour me dire que il faut que je change quelque chose dans ma vie. Et petit à petit, la reconversion commence à se dessiner dans ma tête. Donc on est entre 2018 et 2020, il y a des idées cette idée qui trotte dans ma tête. En 2020, je concrétise et j'annonce à mon entretien annuel avec ma manager de l'époque que j'aimerais me reconvertir et partir dans l'informatique. Donc ça part de là, c'est un truc très personnel, mais c'est un cheminement qui était très long, qui du coup date d'il y a 5 ans quasiment maintenant. Et ça part du fait que j'avais l'impression de ne pas être stimulée au travail, j'avais l'impression que mon cerveau était un peu en jachère, j'avais l'impression que je ne l'utilisais pas. Et puis j'avais fait le tour de mon travail de documentaliste dans l'entreprise où j'étais. Je faisais tout le temps la même chose, toute la journée, il n'y avait pas forcément de nouveautés. Enfin voilà, ça part d'un gros ennui. Et après se pose la question, mais que faire ? Et puis en discutant avec ma femme, en me souvenant des choses que je faisais, que j'aimais bien, qui me procuraient du plaisir, etc. Il y avait toujours eu la bidouille sur les ordinateurs et les sites web, etc. Et du coup, en faisant des recherches, parce qu'évidemment j'étais documentaliste, donc des recherches j'en ai fait pas mal, j'ai benchmarké tout un tas de métiers, je me suis demandé qu'est-ce qui était fait pour moi, etc. Donc c'est une réflexion qui était assez lente finalement, c'est quelque chose qui était un peu en tâche de fond tout le temps. Entre quel est mon avenir professionnel, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce qu'il faut que je change des choses, etc. Donc voilà, c'est un processus un peu comme ça qui a mené à printemps 2020 à postuler pour des écoles, des bootcamps. Et puis le reste est history, comme on dit. Et tu connaissais déjà des personnes qui étaient dans la tech, qui ont pu soit t'inspirer, soit avec qui t'as pu avoir des échanges qui t'auraient motivé, ou au contraire peut-être démotivé à certains moments de la réflexion, ou c'était que ta recherche perso là-dessus ? Démotivé, non. Motivé, oui, puisque dans mon ancien travail, en fait, c'était moi qui étais la personne référente pour parler aux développeurs. C'est-à-dire que j'étais un peu l'entre-deux, entre on a des demandes sur ce logiciel et il faut à peu près savoir parler leur langage pour l'expliquer, quoi. Et du coup, j'étais vite référente informatique dans mon ancienne entreprise, et en fait, en parlant avec eux, j'adorais tout ce que je voyais, quoi. Par exemple, quand je voyais leurs ordinateurs, quand ils m'expliquaient comment ils faisaient ça, ce genre de choses. Donc, je savais, par ce biais-là, je savais déjà que c'est un métier qui pouvait m'intéresser. Et voilà, des rôles modèles, non, à ce moment-là, non, j'en ai pas. Je pense juste à essayer de trouver un métier
qui me donne pas envie de rentrer en pleurant à la maison le soir, quoi. Juste quelque chose où je passe mes journées où je kiffe, quoi. Effectivement, c'est déjà un bon départ de se dire j'ai pas envie de péter un plomb tous les soirs quand je rentre du bureau, c'est quand même pas ouf. Donc maintenant, ça fait plus de 3 ans que t'as démarré cette démarche de reconversion. C'est ça, ouais. Si j'ai bien compté. Aujourd'hui, t'en es où à ce niveau-là ? T'as fini la partie, on va dire, toute la partie scolaire, ça fait un moment que tu bosses ? Ouais, en fait, j'ai terminé en juillet 2021 le bootcamp dans lequel j'étais. Et puis, j'ai postulé tout l'été 2021 en ciblant des entreprises qui pouvaient m'intéresser sur Nantes. Et puis, j'ai trouvé un stage chez Valwin en septembre 2021. Ils cherchaient une personne en reconversion, par ailleurs, qui était prête à apprendre React pour porter un projet from scratch de refonte en React moderne, disons, et avec la promesse d'un accompagnement et d'une montée en puissance, ce genre de choses. Et du coup, j'ai été prise pour ce stage, hyper motivée et trop contente d'avoir trouvé déjà. Et puis après, un CDI m'a été proposé, donc je suis chez Valwin depuis septembre 2021 et ça se passe hyper bien. C'est cool quand ça se passe bien. J'ai l'impression que t'as pas eu trop... Enfin, je sais pas, c'est que ça transparaît peut-être pas dans ton discours, j'ai l'impression que t'as pas eu trop de galères à trouver cette espèce de graal du premier poste, du premier stage, de la première alternance. Je le vois souvent. Ouais, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit souvent pour le junior. Honnêtement, je peux effectivement dire que je n'ai pas galéré, même si c'est pas pour autant que ça a été facile. Mais effectivement, j'ai pu envoyer des CV, des lettres de motivation qui ont visiblement fait leur effet. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais une des particularités dans ce métier, c'est qu'il faut aussi savoir se vendre, entre guillemets, et savoir parler de soi. Et quand on sort de bootcamp, en fait, clairement, c'est pas sur les prouesses techniques qu'on va miser sur nous, en fait. C'est plutôt sur le soft, sur notre envie d'apprendre, notre curiosité, l'émerveillement qu'on peut avoir juste devant un bout de code, enfin, juste l'envie de progresser, c'est clairement sur ça. En tout cas, moi, c'est clairement pas sur la technique que j'ai été recrutée, mais sur ma motivation et ouais, mon envie. Et après, j'ai eu de la chance, je pense, vraiment, il y a une bonne étoile qui fait qu'à ce moment-là, chez Valwin, c'est un développeur reconverti lui-même qui cherchait une personne à former, en fait, puisque c'est quelque chose qu'il faisait dans son ancien métier et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire avec le développement web, et c'est ce qu'il voulait faire en prenant un ou une stagiaire. Donc oui, effectivement, j'estime ne pas avoir galéré, même si j'ai eu des gros moments de doute comme tout le monde, au moment où on sort de bootcamp et qu'il faut postuler. Je comprends ton positionnement, effectivement. J'ai entendu des témoignages beaucoup plus... Pour des personnes, ça a été beaucoup plus compliqué que ça a pris énormément de temps. Et on a souvent tendance je pense, à sabrer un peu ce côté savoir se vendre, savoir un peu se brander, arriver à se présenter et pas miser effectivement sur les compétences techniques, parce quand on sort de formation, de toute façon, c'est pas ce qu'on a de mieux à vendre, c'est plus, comme tu le dis, de la motivation, de l'envie, j'allais dire une forme de passion sur le truc, enfin vraiment quelque chose qu'on aime. Et c'est un bon rappel. Et par contre, c'est cruel parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend de manière académique. Ça s'apprend un peu sur le tas. On peut l'avoir. Peut-être les profils reconvertis ont plus de facilité. Le fait d'avoir eu une première vie professionnelle, on a pu apprendre ça, mais je trouve ça parfois difficile, et je le constate même chez des profils beaucoup plus seniors, qui des fois ont du mal à se vendre, qui sortis de leur CV sont pas hyper à l'aise dans l'exercice de l'auto-vente, si je puis dire. En plus, dans le monde de la tech, la lettre de motivation est pas toujours préconisée ou demandée en face par les entreprises. Par contre, le CV l'est. Ouais. Et c'est un peu notre carte de visite, c'est un peu la première chose que le ou la recruteuse va voir, ou la RH, ou le dev même, ou la dev. Et moi, je postulais pour un stage React, donc front. Donc mon CV, je me suis dit, il faut que je montre mon appétence pour le design, pour présenter quelque chose de joli, limite l'expérience utilisateur de voir mon CV, en fait. Donc c'est effectivement sur ça que j'ai misé
quand j'ai envoyé mon CV, je voulais envoyer quelque chose qui attire l'attention et qui dise ok, bah elle, effectivement, apparemment, visiblement, elle veut faire du front-end. Et visiblement, dans sa présentation, elle y met du soin. C'est effectivement ce que je conseille, en tout cas pour la partie front. Un CV de back-end, je ne saurais pas ce qu'il faudrait faire. Peut-être un CV en forme de terminal, ça peut être sympa. Je crois qu'il y en a qui ont essayé. Un CV de back-end, si je prends le mien en référence, en général, c'est moche. C'est un template Word un peu ignoble. Mais ça vit comme ça, tant pis. Mais c'est un bon conseil, je pense, c'est une bonne démarche. Moi, j'ai eu la chance quand j'ai fini mes études sur ma dernière année de master, on avait un prof qui était lui, un reconverti dans le dev, mais un ancien psychologue du travail, et qui avait fait du recrutement, entre autres, qui avait été conseiller, je crois, à Pôle emploi, si je dis pas de bêtises. Et des CV, il en a vu passer des armées, et il nous a donné vraiment un peu un tuto, pas un tuto, mais des méthodes, des pratiques de création de CV, comment préparer un CV, le fait de pas forcément envoyer le même CV à toutes les boîtes selon les postes qu'on cible, surtout quand on est stagiaire, si on arrive à avoir certaines boîtes qui sont plus spécifiques. Moi, je me souviens à l'époque, je postulais pour mon stage de fin d'études, je postulais sur des ESN un peu standards, et puis j'hésitais à postuler sur des boîtes beaucoup plus spécifiques qui faisaient de l'informatique, enfin de l'informatique musicale. Là, du coup, j'aurais dû mettre complètement autre chose, c'est-à-dire que la partie musique en loisir, là, j'allais devoir la mettre complètement en avant, enfin, ça se réaménage, il faut le penser. Et pas faire ce qu'on reproche souvent aux chargés de recrutement d'arroser tout le monde de la même façon, de faire du mass mailing à coup de 50-100 CV envoyés d'un coup et personnalisé en fonction de à qui on s'adresse. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'avais fait tout l'inverse par ailleurs. Ma stratégie, ça n'avait pas été d'envoyer mon CV à qui voulait le voir, qui voulait l'entendre. C'était d'avoir des critères déjà. D'entreprise, parce que je savais ce que j'avais eu avant pendant 8-9 ans et je savais ce que je voulais plus. Donc en établissant déjà des critères de quel genre d'entreprise on veut. Ça peut être des critères de taille, de secteur, de personnes. Et du coup, moi j'avais vachement ciblé comme ça. En vrai, quand je cherchais, j'avais dû envoyer peut-être 3-4 candidatures max. Parce que le CV, la lettre de motivation était hyper ciblé, hyper rédigé. Mais moi, c'est que ça a été ma stratégie, alors que pour le coup, en bootcamp, on nous disait plutôt l'inverse. Envoyez, vous verrez ce qui se passe. Envoyez vous voyez une offre qui vous plaît, allez-y, faut pas hésiter, etc. Ouais, moi, ça n'a pas été ma réflexion ni ma stratégie. Bah, il doit y avoir moyen de trouver un compromis entre les deux, peut-être faire de faire comme t'as fait, de cibler les boîtes qui nous intéressent le plus, qui ont les projets qui nous bottent le plus, enfin ça peut être le secteur, enfin voilà, les boîtes vers lesquelles on a le plus d'affinité. Et puis en même temps, peut-être faire un peu de mass mailing à côté pour envisager de payer le loyer, peut-être tout bêtement. Des choses comme ça, je me dis, il peut y avoir quelque chose, mais en tout cas, c'est une chouette démarche. Ça me semble hyper courageux de le faire, justement, de se dire, ok, je cible de manière pointue, mais visiblement, ça a payé. Donc c'est bien joué. Ça me semble assez pertinent. J'ai même pas de transition là pour revenir, parce qu'au début, quand on a préparé l'épisode, on s'était dit qu'on allait parler de certains trucs, et là, on est parti dans une direction totalement rien à voir, mais c'est très très cool. Quand je t'avais contacté la première fois pour venir sur le podcast, moi j'étais curieux d'un petit projet que t'as lancé. Alors pour plein de raisons, déjà parce que t'as lancé un side project et tu l'as mené au bout, chose que je suis incapable de faire depuis quasiment toujours. Et j'aurais bien aimé que tu nous racontes un peu ce projet-là, si tu veux le présenter. Oui, en mars dernier, j'ai effectivement, non sans peur et sans appréhension, j'ai lancé publiquement, on va dire, un petit projet perso que j'ai appelé Code Suzette. Alors pourquoi Code Suzette ? Je cherchais un mot quelque chose de percutant dont on pouvait se souvenir, et en rapport avec le code, et en rapport avec un truc que j'adore manger, qui sont les crêpes.
parce que très bon argument. Que je suis bretonne, voilà. Et donc du coup avec ma femme on se balançait des idées comme ça et tout. Je lui avais dit je veux un truc un peu genre dont on se souvient, genre Presse Citron par exemple. Puis Presse Citron on s'en souvient, on sait ce que c'est le site qui parle un peu de la tech, de tout ça, toutes ces actualités. Et puis voilà, elle était dans la cuisine, j'étais dans le bureau ou inversement, et puis on se balançait des idées comme ça. Puis à un moment donné on est tombé sur Code Sudette et je me suis arrêtée là-dessus. Et la genèse du projet, c'est que je m'étais toujours dit que si jamais je voulais vraiment mener un projet perso au bout, c'est-à-dire avec une URL, le rendre public et que d'autres gens puissent y accéder, ce serait un projet vraiment qui me tenait à cœur parce qu'il n'y avait que cette raison pour laquelle je pourrais vraiment aller au bout. Parce que des projets perso, effectivement, un peu comme toi, j'en ai un petit peu dans tous les coins, les recoins de l'ordinateur, des bouts de code, des repos GitHub. Alors j'en suis pas encore à avoir des URL avec des noms de domaine achetés et qui végètent, mais j'en ai toujours un petit peu, j'ai toujours une idée qui traîne dans la tête, de façon ce serait pas cool de faire ça, machin. Et puis pour Code Sudette, je voulais vraiment que ce soit utile aux autres et utile à moi, et du coup c'est ça un peu qui m'a drivé. C'est que le fait de pouvoir me dire ok, il y a d'autres gens qui vont pouvoir le consulter et ça pourrait servir. Et la genèse part du fait que quand on est en bootcamp ou qu'on s'intéresse tout simplement au développement web, sans être dans un bootcamp ou dans une démarche de formation, il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles gratuitement ou payantes, beaucoup gratuitement, puisque l'open source reste quand même un des core concepts du développement web ou développement en général, et donc on a accès à des multitudes de sources. Le problème c'est que ces sources on peut vite soit les sauvegarder dans des bookmarks dans le browser, soit on trouve des threads sur Twitter qu'on met en bookmark également, ou alors en formation on nous donne des tas de ressources qu'on peut consulter en disant ça, et en fait on se retrouve avec un monticule de liens et de choses intéressantes, parce que pour peu qu'on soit hyper curieux ou curieuse comme moi, on a envie de tout on a envie de tout lire, tout apprendre à une vitesse folle, et on n'y arrive pas parce qu'il y a toujours que 24 heures dans une journée. Donc je m'étais dit où est-ce que je pourrais avoir un endroit pour stocker tous ces liens, toutes ces infos, toutes ces superbes ressources sur des sujets soit pointus, soit larges du développement web, pour pouvoir avoir le loisir de les consulter quand j'en aurais besoin. Et du coup ça part un peu de là, de ranger mon propre bordel dans lequel je m'étais mis finalement, malgré moi. Et du coup je me suis dit que si moi j'ai cette problématique, peut-être que d'autres l'auraient aussi. Et du coup, je me suis lancée dans une bibliothèque de liens, finalement. Pour une documentaliste, du coup, ça me paraît bien. Alors après, c'est pas que une bibliothèque, c'est pas que une bibliothèque de liens. Si, c'est une vraie bonne bibliothèque de liens. C'est pas une liste brute de décoffrage qui pourra agrémenter un nouveau bookmark de quelqu'un. T'as fait un taf d'indexation, de filtrage qui permet d'avoir des bonnes infos. Là, je l'ai sous les yeux. Tu peux faire du filtre, par techno, par prix, par langue, tout ça. Ça me semble hyper intéressant. Et donc toi, tu disais, c'est ce qui t'a, tu m'avais dit, c'est un peu ce qui t'avait manqué quand t'as démarré. Oui. Quand t'as démarré, t'es parti dans l'optique, si je comprends bien, c'est quoi l'outil que j'aurais aimé avoir à un instant T ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire au moment où, que ce soit en bootcamp ou quand j'ai commencé mes recherches, au lieu d'avoir pléthore d'articles qui listent par exemple les 15 meilleures librairies React ou les 15 meilleurs sites pour apprendre le web ou ce genre de choses qu'on peut trouver, je m'étais dit mais pourquoi il n'y a pas un site qui répertorie toutes sortes de ressources par thématique ou par support. Parce qu'il y a des supports que j'ai pas vraiment explorés. Il y a aussi des podcasts qu'on peut écouter. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et effectivement, je m'étais dit, je l'ai cherché d'ailleurs ce site pour le coup. Je me suis demandé s'il n'existait pas. Et ça vient de là. Ça vient de j'aurais carrément aimé avoir ça au tout début pour pas me perdre un peu dans les méandres du web et de pas me faire avoir un peu par la sérendipité, parce que de clic en clic. C'est incroyable, il y a tout un monde qui s'ouvre à nous et on a cette pression aussi en tant que reconverti d'un peu de rattraper le retard
qu'on a par rapport aux autres, et du coup on se met une pression folle de vouloir réussir, de vouloir engranger énormément de connaissances. Et si on n'est pas un minimum organisé, du coup, on s'éparpille vite, et puis en fait on s'épuise à la tâche plus qu'autre chose en fait. Donc un site comme ça, ouais, je m'étais dit carrément quoi. Il me l'aurait fallu. Et t'as passé la première publication, t'as revu un petit peu, augmenté ce qu'il y a comme ressources dessus, t'agrèges des nouvelles sources régulièrement, ou t'essaies de garder quelque chose qui soit, j'allais dire, pas minimaliste, mais où on croule pas sous trop d'infos. C'est quoi ta philosophie dessus à l'avenir? Alors à l'avenir, il y a plein de choses que j'aimerais faire, puisque même si j'ai sorti cette V1, j'en suis pas totalement satisfaite, parce que je vois plein de choses qui vont pas. La vérité, c'est que j'ai fait mon tweet, je l'ai mis, et je n'y ai plus jamais touché. J'ai pas remis le nez dedans. J'ai remis le nez dedans à l'occasion de notre rendez-vous, et d'autres choses à venir pour lesquelles je dois regarder le code. Et c'était un peu bizarre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où je l'ai accouché, entre guillemets, où je l'ai donné aux autres, j'étais un peu éreintée, parce que du coup c'était tout un travail de le mettre en ligne, d'avoir le nom de domaine, j'ai dû configurer le VPS, parce qu'il fallait, voilà, il faut l'héberger, j'avais une base de données, la stack c'est avec Directus, donc il fallait que je lise la doc, etc. Donc c'était assez épuisant. Je l'ai fait avec un ami, Samuel, et une fois que je l'avais balancé dans le monde, j'ai pu toucher, et je suis pas revenue dessus. Par contre, ouais, j'ai des projets, et en fait, comme ce projet Code UZ, c'est un peu un projet au long cours, c'est-à-dire que je l'ai commencé quand même en août 2022, et je l'ai que diffusé au monde en mars 2023. Objectivement, c'est un projet qui aurait pu être publié beaucoup plus vite. Mais en fait, vraiment, je travaille dessus quand j'ai des idées, quand j'ai envie, quand j'ai la motivation. Je me mets pas la pression, et pour l'instant, tu vois, ça fait 3 mois que j'y ai pas touché, mais par contre, il y a des améliorations que j'aimerais bien faire. Je sais que la search bar, ça pourrait être hyper cool, d'avoir une page où il y a toutes les ressources pour pouvoir, par exemple, cocher TypeScript et d'avoir tous les types de ressources plutôt que de devoir checker par type de ressources dans chaque page. Il y a un dark mode aussi qui avait été vachement sollicité. Donc voilà, j'ai plein d'idées, mais je me laisse le temps, je me mets pas la pression. En ce moment, les week-ends, le soir, je fais d'autres choses. Et voilà, c'est mon petit projet perso, mon petit bébé, mais c'est clair que j'ai des projets pour lui. Mais pour l'instant, voilà, je me laisse aussi le temps d'apprendre aussi et d'améliorer finalement, puisque si je remets le nez dedans, je vais peut-être vouloir faire des refactos ou utiliser d'autres librairies que j'aurais vues. Donc voilà, c'est un peu mon projet laboratoire aussi sur mes apprentissages et ma progression. Tu voudras toujours faire du refacto ou tester une nouvelle lib, une nouvelle stack pour voir un autre truc. C'est ça. Et quelque part, il faut s'en servir, et c'est bien, parce que là t'as un truc qui est en prod déjà, et ça te motivera à pousser le truc, à aller jusqu'en prod, voire à te dire, en fait, non, cette lib là, c'était pas forcément un bon deal. Le fait que ce soit déjà en prod, c'était déjà un bon accomplissement. Comme je disais, moi, j'ai pas trop poussé de trucs jusque-là, donc bien joué, vraiment. Au moment où tu l'as publié, je me demandais si t'as eu du feedback, si t'es arrivé d'une manière ou d'une autre, à atteindre les profils cibles, qui seraient les profils comme toi, tu l'étais au moment où t'aurais eu besoin. Je sais pas si tu sais, si t'as des stats, si t'as eu des retours directs. Au moment où j'ai fait mon tweet, il y a eu beaucoup de réactions hyper positives. J'ai pris le temps de répondre à chacune d'entre elles parce que c'était vraiment étonnant. Enfin, j'étais étonnée et j'étais très touchée. Il y a eu beaucoup de choses positives, il y a eu même des critiques hyper constructives, donc ça c'était cool. D'après certains tweets, j'ai l'impression que oui, il y avait des personnes en formation ou des juniors qui trouvaient le site utile. Après, plus largement que ça, non, j'ai pas de retour. Je sais que j'ai une amie qui a diffusé le lien à des mentorés qu'elle a. Et après, je l'ai diffusé que sur Twitter. Par exemple, j'ai pas fait de post sur LinkedIn, puisque j'essaye d'éviter au maximum ce réseau de l'enfer. Mais j'aurais pu, effectivement, peut-être que j'aurais atteint d'autres cibles. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, je l'ai pas fait. Peut-être que j'attends une vidéo pour le faire, ou... Mais non, j'ai pas, à part les tweets que j'ai eus et quelques DM qui étaient plutôt contents et satisfaisants. Je ne sais pas si j'ai vraiment atteint ma cible, effectivement. Puis comme j'en fais pas trop la promotion non plus.
Ça sera un bon sondage à voir. Alors pour la promo LinkedIn, c'est un peu spoiler, si tu fais des liens vers l'extérieur, de base, il sabre un peu d'un point de vue algorithme. Il les met pas du tout en avant. Ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent le lien est dans le premier commentaire. Parce que si on poste un lien vers l'extérieur, en fait, il fait une espèce de pas de shadow, enfin je sais plus comment on dit, il va déréférencer un petit peu ces posts-là et beaucoup moins les mettre en avant. Ce qui fait que moi je publie encore régulièrement les liens des épisodes du podcast sur LinkedIn, mais j'ai de moins en moins d'impact dessus, précisément à cause de ça, et je me refuse à faire comme tout le monde, le lien est en premier commentaire, d'autant que dès l'instant qu'il y a 2 ou 3 commentaires, le premier des fois est pénible à trouver parce qu'il les trie, il fait un peu ce qu'il veut avec les commentaires LinkedIn, donc je trouve ça invivable. Oui, c'est pas par ordre. Donc quand alors après j'ai pas le problème j'ai pas un profil qui génère des centaines de commentaires à chaque publication, mais j'ai déjà eu des fois des posts avec le lien est en premier commentaire, je clique pour afficher les commentaires, je le vois pas, je suis obligé de cliquer sur voir plus, retrier dans l'ordre, machin. Ouais, et là ça fait bien 10 secondes que t'es parti, quoi. Et je trouve ça relativement insupportable. Je me dis tant pis, je publie pour les personnes qui me suivent, qui sont abonnés. D'ailleurs, si vous écoutez, il y a une page Punkin Dev sur LinkedIn. J'ai créé ce truc-là à la base pour séparer de mes posts à titre perso, mais je ne poste pas à titre perso. Mais voilà, je voulais tenter, voir un peu à quoi ça ressemblait ces trucs-là. Donc LinkedIn t'aidera pas forcément beaucoup, à moins d'y investir un certain temps et de comprendre les patterns de recommandation. Clairement, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Après, ça peut être toujours cool de communiquer sur ce qu'on fait en tant que dev junior sur nos projets perso. Moi, LinkedIn, je l'utilisais beaucoup quand j'étais en formation et quand j'étais en stage, puisque quand j'ai commencé mon stage, je ne savais pas qu'on allait me proposer un CDI. Donc, arrivé à mi-stage, je commençais un petit peu à regarder pour trouver un job derrière. Mais c'est vrai que depuis, j'ai complètement déserté. Et après, je redoute aussi les commentaires. C'est-à-dire que, sur Twitter, il y en a eu énormément de positifs. Après, c'est aussi, il y avait la moitié de gens qui me suivent déjà et qui du coup ont pu me parler directement, ou d'autres personnes qui me connaissaient pas mais qui ont découvert le site. Mais sur LinkedIn, je suis un peu plus méfiante de ce qui pourrait se passer, des commentaires que je pourrais avoir sur le code, sur le fonctionnement du site. Donc ça m'a un petit peu empêché de le faire. Mais en vrai, si je voulais vraiment atteindre ma cible, effectivement, des devs juniors, ils sont hyper présents sur LinkedIn. Ouais. Je me demandais si t'avais pensé c'est une idée qui me vient comme ça, si t'as encore des contacts avec ton ancien bootcamp et les organisations qui font des formations de reconversion, tout ça, peut-être directement aller toquer vers eux en disant filez ça à vos étudiants, vos étudiantes, peut-être ça pourra les intéresser, je sais pas. C'est vrai, j'aurais pu. Je crois que c'est bête, mais j'ai pas la prétention de me dire que ça leur... Enfin, je l'ai fait pour que ça soit utile aux autres, et pour autant, je vais pas aller de moi-même vendre mon produit, entre guillemets. C'est pas quelque chose qui me vient naturellement, mais pourtant, je l'ai fait pour ça, tu vois. Mais c'est vrai que j'aurais pu. Après, ce qui est dur, c'est que tu viens de dire le mot, c'est je vais pas prendre du temps pour le vendre, sachant que tu le vends pas, tu le mets à dispo. Et c'est quand même du temps, donc quelque part, c'est du temps de travail gratuit, ce qui est tout à fait louable, mais faut avoir envie de le fournir, quoi, de se dire, je vais aller démarcher, entre guillemets, des gens, ou essayer d'être relayé par... je comprends que c'est pas forcément la priorité. Non, ça peut se comprendre. Ouais. Du coup, à défaut de d'être hyper proactif sur ta pub, déjà je te propose de redonner l'URL ici même, que je mettrai dans la description, et puis voir, en espérant que parmi toutes les personnes qui nous écoutent, si vous écoutez l'épisode et que vous avez des contacts ou des organismes que ça pourra intéresser d'avoir ce type de ressources, n'hésitez pas. Donc tu peux redonner à la limite même redonner tes réseaux, si on peut te contacter, qu'il y a des gens qui ont envie de voir des choses dessus. Ouais. Le site web c'est codesuzette.dev et mes réseaux
réseaux, ça va être Maeva Guillaume Saïdali sur LinkedIn et Now This Is Coding sur Twitter. Je mettrai tout ça comme d'hab dans la description, en espérant que comme d'hab je n'oublie pas de le faire avant la première publication et que je corrige après. Donc vous trouverez tout ça. Merci Maeva d'être passée dans le podcast, c'était un Merci plaisir. À toi. J'espère que je pourrais t'y réentendre puisque tu m'as sorti une super idée d'épisode. Va falloir trouver ça. Vraiment un super épisode. Pas de spoiler, mais c'est une super idée. Ouais, c'est pas la mienne du coup, mais j'ai rebondi dessus. Elle me paraît très bien. Faut que j'arrive à l'implémenter maintenant. Je te la donne avec plaisir. Peut-être c'est toi qui viendras le faire ou peut-être pas. On verra ça. Donc encore une fois, ouais, merci d'être passé dans le podcast. Et puis, je te dis à la prochaine. Et quant à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien.